Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue aux dernières informations de la soirée sur Téléchat. Nous ouvrons l'édition avec cette information qui nous vient du Guéra où dans le cadre de la restructuration du couvert végétal, une campagne de reboisement a été lancée le 23 juillet dernier en présence du ministre de l'Environnement. L'initiative est d'une association dénommée Guéra Vert. À cette occasion, plus de 90 plants ont été mis en terre. C'est un acte de citoyenneté, nous dira Assirana Matingar. Contrairement à certains citoyens qui se livrent à la coupe du bois vert à des fins commerciales, il y a d'autres qui ont pris la mesure du danger. Quelques fils de la région du Guéra ont mis sur pied un projet dénommé Guéra Vert. L'arrivée du ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mamat Issa Alikmi, dans la région coïncide avec la journée de plantation d'arbres à Sissi, sous-préfecture de Barou. Avec l'aide du Programme alimentaire mondial, l'association dispose de plus de 80 000 plants qu'elle se propose de mettre en terre cette année. La présence du ministre au lancement de cette campagne de plantation des arbres a été saluée par les différents intervenants. C'est un acte qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique du président de la République Idriss Déby Itno. C'est réjoui le ministre Mamat Issa Alikmi qui a promis à l'association Moustakbat tout le soutien du gouvernement et du département qu'il dirige. Mamat Issa Alikmi. Cette opération Guéra Vert, qui mobilise plus de 400 femmes, symbolise la prise de conscience des populations de Guéra dans la sauvegarde de l'environnement. En cette époque de changement climatique ayant des conséquences l'insécurité alimentaire, la pauvreté, planter des arbres est un acte civique. La terre est le plus sûr capital. Ce trésor inestimable que la terre doit être restaurée par de tels actes. Guéra Vert, voilà un acte de citoyenneté qui mérite d'être suivi par toutes les régions du pays afin de coloniser la désertification. Comme il ne s'agit pas seulement de planter, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques a exhorté la population à prendre soin des plants mis en terre. Dans le même registre, parlons de retard des pluies dans de nombreuses régions du pays. Cette situation cause du tort aux producteurs qui ont toujours leurs semences sous les bras. C'est l'inquiétude dans le monde rural. Le constat est d'Assirana Batingar après un séjour dans le septentrion du pays. Jusqu'à la date du 24 juillet, de nombreuses régions du pays, dont le Guéra, n'ont pas connu de précipitations. Le ciel se montre avare, très avare. Quelques rares gouttes du précieux liquide qu'il a laissé tomber font le lit des mauvaises herbes. Certains paysans qui attendent les pluies avant de s'aimer se retrouvent toujours avec des semences sous les bras. Les rares pousses qu'on pouvait apercevoir sont l'œuvre de quelques producteurs ayant semé à sec. Mais malheureusement, ces jeunes pousses résistent difficilement à la chaleur accablante et jaunissent. Hawa, en compagnie de ses filles et sœurs, essaie de nettoyer les herbes qui encombrent son champ. Elle ne croit pas au changement climatique. Hawa impute la situation à une main criminelle. Elle voit derrière ce retard des pluies la main invisible des commerçants qui, par des fétiches, cherchent à casser du sucre sur le dos des pauvres consommateurs. Hawa. Si le gouvernement ou le sultan décide, l'auteur de cette situation peut être arrêté. Les commerçants sont la cause. Ils veulent que leurs marchandises soient vendues et chères. Alors, les pauvres agriculteurs doivent-ils mourir? Une main criminelle peut-elle vraiment arrêter la pluie? Adam, rencontré dans son champ, ne partage pas cet avis. Pour lui, c'est la providence. Dieu peut donner la pluie à la période voulue. Il ne s'agit ni du changement climatique, ni d'une main invisible. C'est un problème qui n'est pas à la portée de l'homme. Dire que là où il n'y a pas d'arbre, il ne pleut pas, et là où il y a d'arbres, il pleut est un faux problème. Il peut pleuvoir partout, c'est un phénomène de Dieu. L'homme ne maîtrise pas cela. Si cette situation perdure, ce sont des jours sombres qui s'annoncent. Les aléas climatiques sont en train de saper les efforts du gouvernement pour qui l'émergence du pays, c'est aussi l'autosuffisance alimentaire.
La décision de la Cour suprême rendue publique le 11 juillet dernier, déclarant 123 partis politiques non éligibles à la subvention de l'État, est décriée par les formations politiques concernées. Les partis politiques dénoncent un vice de procédure. Dénonciation faite ce matin au cours d'une conférence de presse à la Maison des médias du Tchad. Compte rendu, Mohamed Saleh Hissène Ben Malala. Ce sont au total 123 partis politiques déclarés inéligibles à la subvention de l'État qui sont réunis au sein d'un regroupement dénommé Collectif des partis politiques lésés par la Cour suprême. Ces partis politiques estiment que les critères de sélection relevés dans le procès verbal de la Chambre des comptes de la Cour suprême ne sont pas conformes à la loi. La Cour suprême a rendu publique une décision excluant 123 partis politiques au détriment de 24 autres déclarés éligibles à la subvention de l'État pour l'année 2013, ce qui conduira indiscutablement à une mort programmée du processus enclenché, demandant l'annulation de la décision de la Cour suprême en invoquant les motifs ci-après. Le vice de procédure constaté par un huissier de justice, dont copie jointe. La non-conformité des critères de sélection relevés dans le procès verbal de la Chambre des comptes. Après plusieurs démarches, les 123 partis politiques, par l'entremise du Bureau du cadre national de dialogue politique, a demandé au gouvernement de surseoir à la décision et sollicite l'arbitrage du président de la République garant de l'accord du cadre national de dialogue politique. Ceci pour permettre aux partis politiques légalisés de bénéficier de la subvention de l'État, même s'ils ont reconnu au cours de cette conférence de presse qu'aucun d'eux ne remplit les critères d'éligibilité à ces fonds. Nous ne pouvons pas respecter les textes comme il se doit, puisque s'il faut respecter les textes, nous pensons qu'il y a beaucoup d'erreurs. Au-delà de leurs revendications, les 123 partis politiques déclarent qu'ils maintiennent le climat de dialogue politique pour pérenniser les acquis démocratiques. Dans l'actualité ce soir également, la réunion technique sur la dracunculose, appelée aussi la maladie du ver de Guinée, qui s'est tenue ce matin au ministère de la Santé publique. Cette rencontre a regroupé les responsables en charge de la santé ainsi que les partenaires. Objectif, étudier les nouvelles stratégies pour l'éradication de cette maladie parasitaire invalidante. Anastasie Bissi. Les responsables en charge de la santé et leurs partenaires envisagent de nouvelles stratégies pour lutter efficacement contre le ver de Guinée. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre. Le ver de Guinée est fréquent tout le long du fleuve Chari. Il se transmet par la consommation de l'eau contaminée par les larves. Mais actuellement, un nouveau mode de contamination est détecté. Il s'agit de la transmission par le poisson infecté très mal cuit ou fumé. Les chiens sont les plus touchés par ce nouveau mode de transmission. Notre pays a subitement connu une recrudescence et une résurgence de cette épidémie en 2010, avec 10 cas notifiés. En 2011 également, plusieurs cas sont été notifiés, et en 2012, donc nous sommes revenus pratiquement à la case de départ. Ça veut dire que notre défi est encore plus grand. Le vice-président du centre Carter relève qu'une surveillance active se fait dans 700 villages du pays. Donald Hopkins souhaite l'étendre sur toute l'étendue du territoire national afin de mieux maîtriser ce fléau. Il propose au gouvernement de procéder à l'élimination des chiens contaminés, car selon lui, ils représentent 90% des cas de contamination contre 10% chez les hommes. Le ministre de la Santé publique, Ahmed Dida Mahamat, demande quant à lui aux autres ministères qui interviennent dans ce domaine à apporter leur contribution afin d'éradiquer cette épidémie. Le programme national d'éradication du ver de Guinée récompense financièrement les détecteurs ainsi que les malades. La prise en charge est donc gratuite. La communauté internationale va célébrer demain, 29 juillet, la journée mondiale contre les hépatites. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, Ahmed Dida Mahamat, a fait ce matin une déclaration. Je vous propose un extrait de ses propos. Le thème général retenu pour cette année est le suivant. C'est ça l'hépatite. Comprenez-le, comprenez-la, combattez-la. À l'occasion de cette journée, les prestataires pourront se concentrer sur les mesures particulières de lutte
qui sont entre autres le renforcement et le recadrage de la prévention, du dépistage, de lutte contre l'hépatite virale et les maladies connexes, d'œuvrer avec toutes les parties prenantes au renforcement de la couverture vaccinale contre l'hépatite B et son intégration effective dans le programme élargi de vaccination. Mesdames et messieurs, dans le monde, les statistiques de l'OMS nous donnent des chiffres inquiétants, je dirais même alarmants. 1,4 million de cas d'hépatite A enregistrés chaque année, 2 milliards de personnes atteintes d'hépatite B, dont 240 millions sont porteuses chroniques de l'infection, 150 millions de personnes souffrent d'infections chroniques par le virus de l'hépatite C. Dans cette logique, notre pays, comme la plupart des pays de l'Afrique, au sud du Sahara, se situe dans une zone dite de haute endémicité pour l'hépatite B, où le taux de séroprévalence au sein de la population est supérieur à 8% et celui de l'hépatite C autour de 3%. Pour le Centre national de transfusion sanguine, et selon les campagnes de dépistage effectuées en N'Djamena, les chiffres sont très alarmants car la prévalence est autour de 12% pour l'hépatite B. Quant à la mode de transmission du virus de l'hépatite B, l'âge précoce de survenue de la cirrhose et du cancer du foie est de 20 à 40 ans en Afrique. Face à cette situation, le gouvernement de la République du Tchad a déjà pris certaines dispositions qui sont entre autres l'introduction de la vaccination contre l'hépatite B à tous les nouveau-nés dans le cadre du programme élargi de vaccination, et ce depuis 2008. Compte tenu de la situation, le ministère de la Santé publique expérimente un projet pilote à l'hôpital Mère-Enfant pour dépister toutes les femmes enceintes et vaccinées dans les 24 heures qui suivent l'accouchement, tous les nouveau-nés, dont leurs mères sont déclarées porteuses du virus de l'hépatite B. À cet effet, je saisis la présente occasion pour lancer un grand appel aux responsables sanitaires afin qu'ils mettent à la disposition des formations sanitaires les intrants nécessaires pour le dépistage et élargir la couverture vaccinale du programme élargi de vaccination de routine. Aux partenaires au secteur privé et public de mobiliser les ressources nécessaires en vue d'appuyer la lutte contre ces hépatites. Aux organisations internationales et non gouvernementales et aux organisations à base communautaire d'intensifier la sensibilisation en vue de faire vacciner tous les nouveau-nés. C'était là le ministre de la Santé publique, Ahmed Jidda Mohamed. Les chefs traditionnels et religieux du canton Madiago dans le Chari Bagirmi ont été sensibilisés ce matin sur la lutte contre le sida et les questions relatives à la santé de reproduction. C'est à la faveur d'une campagne de plaidoyer menée par le point focal de l'organisation de Première Dame d'Afrique contre le sida, Madame Garbana Carmel Soukatre. Les détails avec Adef Ahmad Ben Rahama. La première dame Hinde Debi Itno étant la présidente de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le sida au PEDAS, le Tchad se doit de s'impliquer activement dans la lutte pour donner l'exemple. C'est s'inscrivant dans cette logique qu'au nom de la première dame, le point focal Madame Ngarmbatna Carmel Soukat est allé sensibiliser les leaders d'opinion du canton Madiago. Les dépistages volontaires, la fréquentation des centres de santé par les femmes sont au nombre de messages portés à leur intention. Le point focal et son équipe ont expliqué à l'assistance qu'il est possible d'éviter la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour Mme Ngambatna Carmel Soukat, sous l'impulsion du président de la République, aujourd'hui la prise en charge des personnes atteintes du VIH-Sida est gratuite. Il en est de même pour les soins d'urgence. La santé de la reproduction est aussi au cœur des préoccupations, a affirmé les points focaux qui situent la portée de cette campagne. Cette ville qui est à la porte de la capitale a retenu notre attention par le niveau d'activité du chef-lieu du département du Chari.
Et nous nous sommes dit, avec l'autorisation de la première dame, qu'il fallait qu'on vienne leur rendre visite. Et grande a été notre satisfaction parce que les réponses qu'on a eues, les questions posées par les leaders participants à cette activité présument que nous allons faire des progrès dans les domaines cités. L'équipe du point focal a aussi sensibilisé les leaders religieux et traditionnels sur la nécessité de scolariser les filles et de vacciner les enfants contre les maladies. Dans leurs interventions, les leaders d'opinion s'engagent à relayer le message. Ils saluent et encouragent les actions de la première dame en faveur des couches vulnérables. Le directeur de la société Mian a organisé ce matin une conférence de presse dans les locaux de la Maison des médias. L'objectif de cette conférence est d'officialiser et de vulgariser l'arbre pivette afin de stopper l'avancée du désert. C'est un public reportage signé Nobadumbaï Talomati. Le directeur général de la société Mian a échangé avec les journalistes sur le projet de la vulgarisation de l'arbre pivette. Le désert progresse sans cesse et il faut une riposte d'envergure pour le stopper. C'est l'argument développé au cours de la conférence de presse pour la promotion de la foresterie urbaine et la protection de l'environnement en général. L'objectif de cette conférence de presse est de lancer officiellement la vulgarisation des plantes pivettes. Nous souhaitons, comme l'a si bien dit le modérateur, échanger avec vous, hommes des médias, sur cette espèce de plante dont les innombrables bienfaits sont bénéfiques pour la protection de l'écosystème et partant pour nos populations. Pivette, faut-il l'avouer, est une plante qui consomme moins d'eau, donc adaptable partout au Tchad. Sa croissance rapide, au plus de 18 mois pour devenir un arbre, permet en si peu de temps de l'ombre. Très flexible, on peut lui donner n'importe quelle forme pour l'embellissement d'une ville, d'une concession ou tout autre endroit où elle se trouve. Le promoteur de la privette souligne que c'est une espèce adaptable à toutes les conditions. Selon le directeur, ce projet témoigne l'intérêt que sa société accorde à la protection de l'environnement. C'est une société qui a fait ses preuves dans ce domaine à la Bibliothèque nationale grâce aux pépinières préparées sur l'un des sites, précise le directeur. Elle est également réputée pour sa création du microclimat très favorable à la croissance et la productivité des arbres fruitiers. Privette est l'espèce privilégiée pour la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des gaz à effet de serre. Et naturellement, la présence des privettes tout au long des routes bitumées peut réduire la chaleur aux usagers. Bref, privette est l'arbre qu'il faut à la capitale, surtout que les plus hautes autorités ambitionnent de faire de N'Djamena la vitrine de l'Afrique centrale. Mesdames et messieurs les journalistes distingués invités, c'est toute la raison qui nous a poussé dans notre formule Mian Environnement. Nous avons de faire une place de choix à la plante privette pour accompagner le gouvernement de notre pays dans sa politique de protection de l'environnement. Cette lutte acharnée contre la désertification doit d'abord passer par la mise en place des méthodes adaptées afin de donner une nouvelle impulsion à ces départements. Selon Mian, il faut optimiser les interventions de lutte contre la dégradation environnementale. Cependant, pour être honnête, ce grand projet ne saurait se réaliser sans la subvention de l'État ou ses partenaires au développement. Nous voudrions donc lancer par la présente occasion un vibrant appel aux plus hautes autorités tchadiennes et les amis de l'environnement de nous aider à réussir ce projet pour le bonheur des Tchadiens d'aujourd'hui et demain. Car nous estimons que la renaissance du Tchad prônée par le chef de l'État passe nécessairement par la protection de l'environnement. Les explications du directeur général ont suscité l'intérêt des journalistes. La privette, on peut donner la forme artistique. Ça veut dire, non seulement ça va donner de l'ombre, ça va aussi embellir la ville. Et l'avantage pour la privette, c'est qu'elle ne salit pas. Ça veut dire que les feuilles ne tombent pas pour salir comme les autres arbres. Donc voilà l'avantage. Privette, un arbre à moindre risque, précise le directeur. Eu égard à cette pertinente question,
Il invite la population à sauvegarder l'environnement. Depuis 2008, la Privette embarque la société Mian et la population tchadienne afin de résoudre cette problématique. Face à la concurrence des promoteurs évoluant dans l'informel, il s'est dit confiant dans l'avenir. La question de partenariat avec le ministère de l'Environnement n'a pas été perdue de vue par les hommes de plume. Le directeur général réitère sa volonté dans la mise en œuvre de ce projet afin d'appuyer la politique du gouvernement. Il lance un appel pressant à l'endroit des partenaires afin que cette stratégie soit véritablement traduite dans les faits. C'est un schéma cohérent pour une approche intersectorielle de lutte contre la désertification. Pour le directeur général de la société Mian, le couronnement de ce projet cadre parfaitement avec la stratégie de la foresterie urbaine prônée par les plus hautes autorités qui nourrissent l'ambition de voir la capitale N'Djamena verte par les arbres adaptés. C'est avec ce public reportage que le 23h30 sur Téléchat se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Téléchat. À demain. Au revoir.